Nous sommes le 16 mars 1662. Dans les rues de Paris, tu es un artisan du faubourg qui grimpe pour 5 sous dans un carrosse qui démarre à heure fixe sans attendre que la voiture soit pleine. Une idée révolutionnaire du génial Pascal. Le premier service de carrosse, à 5 sous, est inauguré à Paris sur une ligne fixe reliant la porte Saint-Antoine au Luxembourg. L'idée est celle du mathématicien et philosophe Blaise Pascal, associé à des nobles investisseurs. Le service part à heure fixe, que la voiture soit pleine ou non. Une révolution pour l'époque. Il remporte un vif succès populaire. Mais l'aristocratie et les militaires prennent rapidement l'habitude de voyager gratuitement, rendant l'entreprise déficitaire. Le service sera abandonné une quinzaine d'années plus tard. Ironie de l'histoire, il faudra attendre 2 siècles avant que Paris réinvente le transport en commun urbain. Nous sommes le 17 mars 1845. Dans un bureau de brevet de Londres, tu assistes à l'enregistrement d'une invention aussi simple qu'indispensable. Un anneau de caoutchouc dont personne ne mesure encore à quel point elle va changer la vie de millions de personnes. Stephen Perry, fabricant londonien de caoutchouc, dépose le brevet pour l'élastique, une simple bande d'anneaux de caoutchouc vulcanisée. Le caoutchouc venait d'être rendu stable et durable par le procédé de vulcanisation inventé par Charles Goodyear 5 ans plus tôt. Cette invention minuscule va révolutionner les bureaux, les cuisines et les ateliers du monde entier. Aujourd'hui, il se fabrique plus d'1 million de tonnes d'élastique par an dans le monde. Certains usages dépassent largement le bureau. Dès le 19e siècle, les chirurgiens s'en servent pour certaines ligatures. Et pendant la Seconde Guerre mondiale, des résistants dissimulaient parfois des messages enroulés dans des élastiques afin de les transporter discrètement. Nous sommes le 18 mars 1858 à Paris. Tu te promènes lorsque naît le fils d'un relieur bavarois immigré. Un enfant qui rêvera d'un moteur si efficace qu'il changerait les règles du monde industriel. Rudolf Christian Karl Diesel naît à Paris de parents allemands immigrés. Enfant brillant, il est envoyé à 12 ans en Allemagne chez un oncle suite à la guerre franco-prussienne. Il obtient les meilleures notes de sa promotion à l'école polytechnique de Munich. En 1893, il publie sa théorie d'un moteur à compression et dépose le brevet de son célèbre moteur à combustion interne qui portera son nom. La première version viable fonctionne en 1897. Son moteur, initialement conçu pour fonctionner à l'huile végétale, pas au gazole, révolutionne l'industrie mondiale. Mystérieusement, il disparaît dans la Manche lors d'une traversée nocturne en 1913. Sa mort reste une énigme. Nous sommes le 19 mars 1932. Tu es l'un des 300 000 Australiens massés sur les berges du port de Sydney qui assistent à l'inauguration de l'immense arche d'acier qui relie enfin les 2 moitiés de la plus grande ville d'Australie. Le Sydney Harbour Bridge est officiellement inauguré après 8 ans de travaux, des études préliminaires datant de 1916. Cette arche en acier de 503 mètres de portée est à l'époque le pont à arches le plus long du monde et restera le plus large jusqu'en 2012. Sa construction a nécessité 16 ans de préparation, 52 800 tonnes d'acier et a coûté la vie à 16 ouvriers. Lors de l'inauguration, le Premier ministre d'État de Nouvelle-Galles du Sud, Jack Lang, s'apprête à couper le ruban quand le capitaine Francis de Groot, en uniforme militaire, surgit à cheval et taille le ruban avec son sabre avant d'être arrêté. Nous sommes le 20 mars 1727. Tu es l'assistant d'Isaac Newton et tu passes la nuit à côté de lui, sans savoir que tu assistes aux dernières heures du plus grand scientifique de ton siècle. Isaac Newton meurt à Kensington à 84 ans, après une crise de goutte aggravée par un voyage épuisant à Londres. Il était resté lucide jusqu'au bout, présidant encore la Royal Society quelques semaines plus tôt. Ses funérailles nationales à l'abbaye de Westminster sont somptueuses, son cercueil porté par des pairs d'Angleterre. Voltaire, alors à Londres, sera stupéfait qu'un savant soit traité comme un roi. Newton avait découvert la gravitation universelle, inventé le calcul infinitésimal, en même temps que Leibniz, développé la théorie ondulatoire de la lumière et inventé le télescope à réflexion. Ses Principia Mathematica restent l'un des livres les plus importants jamais écrits. Nous sommes le 21 mars 1685 dans la petite ville d'Eisenach, en Thuringe. Tu entends les premiers cris d'un enfant né dans une famille de musiciens depuis 5 générations. Il sera le dernier et le plus grand de la lignée, le père incontesté de la musique classique occidentale. Johann Sebastian Bach naît dans la famille musicale la plus prolifique d'Allemagne. Son père, ses oncles, ses cousins sont tous musiciens. Orphelin à 10 ans, élevé par son frère aîné Johann Christoph, il apprend le clavecin et l'orgue avec une passion dévorante.
Il occupera des postes de maître de chapelle à Weimar puis à Köthen avant de devenir cantor de l'église Saint-Thomas de Leipzig, où il produira la grande majorité de son œuvre. On lui doit notamment les variations Goldberg, les passions selon Saint Matthieu et Saint Jean, le clavier bien tempéré et les suites pour violoncelle seul. Longtemps oublié après sa mort, il sera redécouvert par Mendelssohn en 1829. Nous sommes le 22 mars 1895 dans la salle de la Société d'encouragement pour l'industrie à Paris. Tu es l'un des premiers spectateurs de l'histoire du cinéma. Tu regardes des ouvriers sortir d'une usine à Lyon sur un écran blanc et tu n'en crois pas tes yeux. Auguste et Louis Lumière projettent pour la première fois ce film animé devant un public de scientifiques. Tourné 10 jours plus tôt, c'est la première projection cinématographique publique de l'histoire, même si la projection commerciale ne viendra que le 28 décembre 1895 au Grand Café de Paris. Le cinématographe Lumière, brevet déposé le 13 février 1895, combine caméra, développeuse et projecteur en un seul appareil de 5 kg. Les Lumières inventèrent également la pellicule perforée à 35 mm, devenue le standard mondial du cinéma pendant un siècle. Leur père Antoine, photographe, avait lancé ses fils sur cette piste en leur montrant le kinétoscope d'Edison.